Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors très franchement j'essaye de regarder qu'est-ce qui est le plus intéressant en termes de setup et autres, et donc j'ai pas encore trouvé mes marques. Je voulais vous partager l'objet de mon prochaine tribune sur le bon sens. Alors le bon sens, ça tout le monde connaît, mais du coup ça me pose une question, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas dans l'entreprise? Ou alors de manière générale, pourquoi est-ce qu'il y en a très peu? Je suppose que ça vous est déjà arrivé d'aller dans un magasin et vous avez besoin d'un service ou de faire quelque chose, etc. Et vous allez voir un collaborateur et il vous dit c'est pas possible, ça bloque. Voilà. Votre demande est impossible. Et pourtant là ce que vous demandez c'est pas non plus la lune, c'est juste quelque chose qui est tout à fait logique. Et pourtant, bah non, ça bloque. Jusqu'au moment où le collaborateur, à force que vous insistiez, éventuellement, il y a le manager qui va intervenir et puis le manager, il dit oui, pas de problème, aucun problème à faire ça. Et la situation est ainsi débloquée. Mais alors du coup, comment ça se fait que avec le collaborateur ça bloque et avec le manager ça bloque pas? Du coup, on va s'intéresser à un petit exemple qui est présent dans le livre d'Isaac Gates qui s'appelle Entreprise libérée, dans lequel tard, durant la soirée, il y a une femme de ménage donc qui fait son travail. Il se trouve que le téléphone sonne. Naturellement, la femme de ménage se pose la question, est-ce que je décroche le téléphone ou pas? Et donc elle décide de décrocher le téléphone. Et en décrochant le téléphone, elle a la mauvaise surprise de voir que c'est un client en fait qui attend à l'aéroport. Voilà. Et apparemment, ça a été prévu que ce client soit pris en charge, mais il n'a pas été pris en charge. Et donc le client se retrouvait tout seul à l'aéroport, en train d'attendre. Bon, c'est une erreur, ça peut arriver dans l'entreprise, mais ce qui est surprenant, c'est que la femme de ménage a décidé d'aller prendre sa voiture et du coup d'aller à l'aéroport et d'aller chercher le client et de l'amener à son hôtel. On pourrait voir ici que c'est juste du bon sens. Ça serait parfaitement du bon sens. Si je suis au service de l'entreprise, je vais naturellement faire ça ou autre, mais en même temps, dans une entreprise, si je suis payé pour juste faire le ménage, c'est juste mon boulot, etc., je pourrais très bien m'en désintéresser ou autre. Cependant, là, cette femme de ménage, elle a décidé de prendre l'initiative et d'être véritablement au service de l'organisation. Alors, comment est-ce que ça se fait que, dans ce cas-ci, cette femme de ménage, du coup, elle a osé prendre une initiative qui est juste pleine de bon sens, et dans plein d'autres cas que vous devez connaître par cœur dans votre vie, que ce soit personnel ou privé, les personnes refusent d'appliquer le bon sens. Alors, je vais parler naturellement dans le contexte spécifique des organisations, puisque c'est ce dans quoi je suis spécialisé. On peut identifier sur les raisons pour lesquelles il n'y a pas de bon sens en entreprise. La première, c'est celle qui est la peur. De manière assez logique, la peur, de prendre une initiative. La deuxième, c'est au niveau du manque de la clarté de la hiérarchie, qui participe à générer cette peur. Et puis enfin, une autre, ça concerne les croyances limitantes qu'il peut y avoir au sein d'une organisation. Et tout ce dont on va parler, en fait, c'est pas du tout une révolution. Dans une entreprise dans laquelle je devais faire une conférence, il y avait ce proverbe-là qui est ce n'est pas une révolution, c'est juste du bon sens. Et effectivement, il y a énormément de choses, énormément de modèles mentaux, d'outils qui, au final, quand on les regarde de plus près, ça nous paraît révolutionnaire, la presse en parle beaucoup, etc. Mais concrètement, tangiblement, c'est juste du bon sens. Et je pense qu'on est d'accord sur le constat qu'il y a pire qu'une mauvaise décision, il y a pas de décision du tout, ne rien faire. Et ça serait vraiment le pire qui pourrait arriver. Parce que effectivement, ça cause bien plus de tort à l'organisation de prendre une mauvaise décision, mais au moins de mettre en mouvement les choses, plutôt que de ne pas prendre de décision, surtout sur des sujets cruciaux, ou même qui font sens. Parce que au moins, prendre une décision, ça a le mérite de faire avancer les choses, plutôt que de stagner et d'être dans un statu quo. Surtout dans un environnement dit chaotique. Donc quand je dis chaotique, c'est au sens de la théorie du chaos, où l'environnement est de plus en plus complexe et on est amené à prendre des décisions de plus en plus complexes et de plus en plus dans l'immédiateté, sachant que le changement a déjà changé. Donc il vaut mieux effectivement se mettre en mouvement, prendre une décision, quitte à ce que ça soit pas parfait, que ne pas en prendre du tout. Et malheureusement, beaucoup d'organisations n'ont pas forcément encore intégré ça et donc sont sclérosées par une pyramide hiérarchique ou par des peurs, ou par des croyances limitantes, ou par les trois à la fois. Mais au final, la raison profonde pour laquelle un collaborateur ne se permet pas de prendre des initiatives, c'est l'environnement dans lequel on travaille. L'environnement de travail, que vous connaissez tous, alors naturellement, il évolue d'une entreprise à une autre, puisque la culture n'est pas forcément la même, les valeurs non plus ne sont pas forcément les mêmes, mais vous avez toujours ces principes fondamentaux qui sont dans le code du travail, notamment en France, qui sont basés sur le livre The Scientific Principles of Management, qui a été publié par Taylor en 1911, et qui sont ancrés très concrètement dans le code du travail, et qui font que le collaborateur, lorsqu'il arrive, on ne lui demande pas de réfléchir. On lui demande juste de déposer son cerveau à l'entrée et du coup de travailler, de faire ce qu'on lui dit. Il y a un manager derrière qui va lui dire quoi faire. Alors, je caricature un petit peu parce que naturellement aujourd'hui c'est un peu plus complexe que ça. On demande aux collaborateurs de prendre l'initiative, de réfléchir, on fait des brainstorms, il y a plein de processus d'intelligence collective, etc. Mais le fond, l'architecture si vous voulez, l'environnement dans lequel on travaille,
reste le même. Et donc naturellement, si on veut changer ça, il y a besoin de changer l'environnement. En plus de ça, il y a une chose qui est parfaitement naturelle avec l'être humain, qui est que c'est plus agréable de rester dans le confort qu'on connaît, même s'il est un petit peu désagréable. L'être humain ayant une capacité à s'adapter au désagréable et à se résigner qui est juste impressionnante, hein, même aux choses qu'on peut juger inacceptables. Et donc c'est plus intéressant pour un être humain, c'est beaucoup plus confortable de rester dans une situation qu'il connaît par cœur, plutôt que d'en essayer une nouvelle, même si cette dernière pourrait lui apporter des bénéfices. Est-ce que le risque vaut la chandelle? C'est toujours cette question qu'on a, et généralement l'être humain, c'est un triste constat, mais ne change que lorsqu'il est face à un mur. On a pu voir que effectivement c'est peut-être un problème d'environnement, c'est peut-être un problème de croyances limitantes, c'est peut-être un problème aussi de hiérarchie, mais pour synthétiser, au final on peut se dire que c'est un problème d'environnement tout simplement. Alors il y a une vidéo particulière qui adresse toute la question des croyances limitantes que je vous invite à regarder si vous voulez creuser davantage sur ce sujet. Là on va s'intéresser plutôt à l'environnement lui-même. Et donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Et bien on se pose la question, comment est-ce que je peux créer les conditions favorables, le terreau organisationnel favorable dans mon entreprise afin que les personnes puissent se sentir libres de prendre des initiatives et en plus de ça, vouloir se mettre en mouvement même sur le fait de rester dans leur zone de confort, puisque je leur demande de prendre des risques. Et c'est là où beaucoup de personnes pensent que ce que je parle, c'est il faut avoir du génie ou alors être très élaboré intellectuellement ou autre, mais bien souvent, au final, c'est juste du bon sens. Il n'y a pas besoin d'avoir un QI énorme ou quoi ou qu'est-ce pour comprendre, c'est juste du bon sens et en fait, les personnes sont juste freinées et n'osent pas appliquer leur bon sens. Alors pour changer ça, c'est assez simple, on va utiliser la fameuse tactique des 3 P. Protection plus permission égale puissance. C'est une chose qui est fondamentale en coaching et qu'on peut utiliser une fois de plus ici. Et donc on peut se poser la question, ok, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que justement les collaborateurs et même certains managers qui n'oseraient pas appliquer leur bon sens ou prendre des initiatives au service de l'organisation, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de leur fournir des mécanismes de protection et de permission explicites, ce qui font qu'ils se sentent à l'aise, s'ils le souhaitent, naturellement, d'y aller. Et donc c'est là où Holacracy est vraiment intéressant, puisque sur Holacracy, en fait, on a ce qu'on appelle le concept d'initiative individuelle, dans le sens où effectivement tu as un rôle. Alors on va pas développer le concept de rôle, il y a d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube que je vous inviterai à visionner où vous allez pouvoir creuser vraiment cette notion de rôle et les tenants et les aboutissants avec la création de valeur, le modèlement de la client-fournisseur et autres. Mais du coup, juste se centrer sur cette initiative individuelle, au final, c'est une permission explicite qui offre des protections pour prendre des initiatives. Cette règle du jeu, elle définit 4 conditions. Elle dit que n'importe qui, où qu'il soit dans l'organisation, peut agir en dehors complètement de ses rôles, même pour quelque chose qui ne le concerne pas du tout, à partir du moment où il respecte ces 4 conditions. Et ce qui est intéressant, c'est que cette règle du jeu dit que vous pouvez même enfreindre toutes les règles du jeu à partir du moment où vous appliquez ces 4 conditions. Alors la première des conditions pour prendre une initiative individuelle, et tout ce que je vais dire, c'est juste du bon sens. Donc effectivement, c'est des règles du jeu, ça peut paraître bureaucratique ou qu'est-ce, mais dans l'opérationnel, ça coule de source. Et donc la première des conditions, c'est simplement, tu penses en ton âme et conscience que ce que tu fais, c'est au service de la raison d'être de l'organisation. Et donc là, il y a besoin d'avoir naturellement une croyance qui est que on peut faire confiance aux femmes et aux hommes d'une entreprise. Deuxième condition, c'est que tu estimes en ton âme et conscience que si tu faisais cette initiative, ça causerait moins de tort que de ne rien faire. Et donc à ce moment-là, il en ressort de ton devoir de faire quelque chose. Troisième condition, qui est un petit peu logique, mais il faut quand même la préciser, qui est que du coup tu n'engages pas l'organisation à dépenser plus que ce que tu n'es autorisé à dépenser. Et quatrième condition, tu estimes en ton âme et conscience que tu ne peux pas attendre une prochaine réunion pour potentiellement mettre à jour les mécanismes, mettre à jour les processus, ce qu'on peut appeler par exemple des domaines ou des politiques en Holacracy. Tu ne peux pas attendre une prochaine réunion, un prochain échange, afin de pouvoir mettre à jour et modifier ces derniers, selon du coup la problématique que tu as pu rencontrer, et que tu dois le faire immédiatement. Et donc là, on donne une permission explicite, qui protège du coup de tout potentiel abus qu'il peut y avoir, ou même peur implicite qu'il peut y avoir. Naturellement, c'est pas tout le monde fait ce qu'il veut, c'est très centré. On a vu qu'il y a donc 4 critères qui ont été explicités, qui sont définis. Et en plus de ça, il y a des devoirs aussi qui viennent avec les initiatives individuelles. Donc si par exemple, moi j'engage une initiative individuelle dans un de mes rôles, j'ai naturellement le devoir du coup d'informer les personnes qui ont été impactées par ces initiatives.
En plus de ça, pour aller plus loin sur le sujet de la responsabilisation, j'ai également le devoir de réparer tout ce qui a été impacté de manière négative concernant mon initiative. À travers ces 4 conditions ainsi que ces devoirs que j'ai et cette responsabilité que j'ai de réparer par exemple les torts ou alors d'aller en réunion pour faire évoluer dans la durée les processus et les tenants et les aboutissants afin de faire en sorte que ce genre de situation ne puisse plus se répéter, ne puisse plus se produire, parce que naturellement on veut capitaliser sur la situation qui s'est produite, afin de faire en sorte de traiter cette problématique dans la durée, et en plus de ça, du coup, d'informer les personnes qui ont été impactées, ça me permet du coup d'avoir cette permission et cette protection, ce qui permet d'obtenir pour le collaborateur une puissance. Alors naturellement, ce que je vous partage, ça coule pas de source pour tout le monde. C'est pas parce qu'on met en place une telle règle du jeu, même si on met toute la pédagogie du monde pour expliquer ça aux collaborateurs, qu'on fait du coaching, de la formation, du développement, etc. C'est pas pour ça que du jour au lendemain, tout le monde va le faire. Peut-être même qu'il y a certaines personnes qui ne vont jamais prendre d'initiative ou autre. Donc il faut respecter ça. Pour prendre une métaphore et pour bien expliciter ce que je veux dire, et donc là on revient vraiment sur le sujet du self-management, puisque du coup en entreprise on n'est pas forcément habitué à appliquer le bon sens, et on n'est pas non plus habitué à prendre des initiatives qui juste découlent du bon sens. On va prendre la métaphore de la cage aux oiseaux, où lorsque vous ouvrez une cage aux oiseaux, vous avez des oiseaux qui ils vont direct, ils sortent directement de la cage. Vous en avez d'autres qui sont à l'ouverture, qui hésitent, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et puis vous en avez d'autres qui restent vraiment au fond de la cage et qui ne bougeront pas. Et force est de constater qu'en entreprise, de manière générale, ce ratio est de 20-80. Donc c'est-à-dire 20% qui généralement y vont, prennent des initiatives, et puis 80% qui sont plutôt hésitants ou qui ne bougent pas, sachant que généralement il peut y avoir une sorte de loi de l'omerta et puis d'autres croyances limitantes. Et donc là c'est le sujet de l'autre vidéo sur laquelle je vous ai redirigé. Pour conclure, toutes ces situations que vous avez pu observer où il n'y a pas de bon sens, c'est juste la résultante de l'environnement dans lequel la personne est. À la fois de par le management dans lequel elle est, et par lequel du coup elle est subordonnée, à la fois également avec ses croyances limitantes au sein de l'entreprise, et puis en plus de ça, ses croyances limitantes individuelles. Donc c'était Louis Chiquet, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et puis au plaisir de vous voir pour une prochaine.